pouvoir commencer. Donc merci d'être venu à cette réunion publique à Saint-Jean dans l'Hôtel-Médoc. Donc cette réunion a lieu dans le cadre de la candidature de Jonathan Fleury aux législatives sur la 6e circonscription de Gironde. Et on accueille également avec nous M. Jacques Chouinade, qui est le président de Solidarité et Progrès, le parti dont fait partie Jonathan. Donc tout de suite, je vais donner la parole à M. Chouinade qui va débuter cette réunion. Alors bonsoir à toutes et à tous, vous m'entendez? Oui. Là, tu vois, bien, voilà un jeune de 19 ans qui se présente aux législatives. Jonathan Floride, ou Flory. Flory. Moi je suis un peu humilié, je prononce les derniers mots. Bon, retenez son nom au moment du bulletin de vote. Donc il s'engage. Il s'engage parce qu'il pense que les partis en place ont laissé la France se décomposer et se disloquer. Et il se présente aussi, je pense, parce que les jeunes, malheureusement, devant ça, s'abstiennent. Et lui, il est là. Donc pour lui, la réalité n'est pas un jeu vidéo. Et il monte au feu pour rétablir un pouvoir de vivre. Pas simplement un pouvoir d'achat, un pouvoir de vivre. C'est-à-dire d'avoir une vie qu'on aime, dans laquelle on sent qu'on rend service, et qu'en même temps on crée, et on se sent bien, pas seulement devant sa glace, mais surtout bien avec les autres. Alors, il faut voir par rapport à ça la situation où nous sommes, et qui est une des raisons pour lesquelles, la raison pour laquelle il se présente. Vis-à-vis de cette situation, que font les politiques aujourd'hui? Vous les avez vus, ils font leur soupe. Ils continuent à faire leur soupe sans traiter les vrais sujets, sans traiter les sujets de principe et sans projet. Alors qu'on est face à un double danger immédiat. Premier danger, la dislocation économique. C'est la destruction par l'inflation, la spéculation et la fausse monnaie. C'est déjà entamé, avec des salaires tout à fait insuffisants et un pouvoir d'achat qui va baisser. Alors par quoi on remplace les salaires? Par du crédit à la consommation. Comme ça, on tient les gens, et c'est, disons, le servage par la dette. Et cette dette, de toute façon, ne pourra jamais être remboursée, mais elle pèse sur les gens comme une sorte de peur, et de peur, pas seulement de la fin de mois où on manque de 50, 100 ou 200 euros, mais la peur de ne pas pouvoir rembourser ses dettes et d'avoir des ennuis avec sa banque. Donc c'est cette dislocation économique. Alors, évidemment, ça va être pire, et ça je peux vous le dire. Pourquoi? Parce qu'on laisse des choses qui créent les conditions où il n'y a pas de matière, il n'y a pas de substance physique ou humaine d'un niveau plus élevé qui puisse apparaître. Alors on vous dira, c'est ce qui vient de l'Est. C'est surtout, je dirais, ce qu'on accapare et sur quoi on spécule à l'Ouest. Alors vous avez, dans ce sens, une situation de pénurie qui se dessine, le prix des engrais qui a augmenté, vous savez, tout le phosphate, le phosphore et l'azote qui viennent de Russie et d'Ukraine, il n'y en a plus. Les produits agricoles, alors c'est ce qu'on appelle l'insécurité alimentaire, c'est qu'on ne fait pas assez pour donner aux gens ce dont ils ont besoin. C'est les métaux, on manque de métaux, d'acier, d'aluminium, et c'est bien entendu ce que tout le monde sait, le gaz, le pétrole, le fioul, le gasoil et le reste. Ça, c'est la première menace, la dislocation économique. Ensuite, il y a la menace de guerre, parce que, évidemment, quand il n'y a pas assez de parts de gâteau, on se dispute pour essayer d'accaparer la plus grande partie pour soi. Donc, évidemment, vous avez vu ce qui se produit en Ukraine, mais ça s'est produit bien avant, au Yémen, en Syrie, en Irak, un peu partout. Donc, c'est une situation de guerre, larvée ou réelle, qui est due à une vision géopolitique. La géopolitique, c'est le vainqueur
qui essayent de rafler, ou les vainqueurs qui essayent de rafler toute la mise, au lieu de produire en commun pour, ensemble, faire une société qui marche mieux. Alors, face à cette situation de menace de dislocation économique et de guerre, qu'est-ce que vous avez vu à la présidentielle? Moi, à la présidentielle, j'ai vu deux absents. La souveraineté politique du peuple et les intérêts fondamentaux de la nation. Je n'étais pas là. Vous avez vu Macron et Marine Le Pen, à mon avis, tout à fait hors sujet, puisqu'on parlait de statistiques sur les choses comme elles sont, et on voyait que les choses comme elles sont ne peuvent pas durer. Donc c'est quelque part absurde. Parfois, en politique, on a l'impression d'être aujourd'hui dans un asile de fous, où les gens partent de choses qui ne correspondent plus à la réalité. Et là, c'était le cas. Alors, évidemment, maintenant, il y a les législatives. Ça, vous voyez la soupe des partis, maintenant. Vous avez l'Union populaire de la lutte des places, et vous avez une droite qui s'éloigne de plus en plus du peuple. Alors, j'ai deux très bonnes citations sur ça, parce qu'il y a une conscience de ça, de plus en plus grande. La première, c'est quelqu'un qui s'appelle Jérôme Fourquet, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui dit très clairement « Le lieu où s'élabore la politique est profondément déconnecté du reste du pays ». Et il ajoute « Ce prochain mandat sera marqué par une décomposition politique avancée ». Donc les gens ne craignent pas de le dire. Et l'autre, c'est Christophe Guilluy, que vous connaissez probablement certains d'entre vous aussi. « La diabolisation ne vise donc pas à l'extrême droite, mais le diagnostic des classes populaires et les classes populaires elles-mêmes. » Et qu'on propulse hors du champ politique du pouvoir, en disant de toute façon ils sont irresponsables, il y a l'extrême gauche et l'extrême droite, et ils ne pourront jamais s'entendre. Alors je vais vous dire, moi je vois les choses différemment. Si je regarde le résultat de cette présidentielle, je vais vous dire ce qui m'intéresse. C'est que Emmanuel Macron a été élu avec 38,5% du voix des électeurs inscrits. Et de ceux-là, 48% ont voté pour lui par rejet de Marine Le Pen. Donc il y a là, ces 48% de 38,5%, c'est environ 15% des électeurs qui sont intéressants, parce qu'ils ne trouvent pas de représentants et ils votent par défaut. Puis il y a ceux qui votent par défaut pour Mélenchon, et il y a ceux qui votent par défaut pour Marine Le Pen. J'en prends 10% chez chacun, je suis gentil, hein. Ça fait 20%. 20% plus 15, ça fait 35. Plus 34% d'abstentionnistes, le vote blanc et nul. C'est les 2/3 des Français. C'est ceux qui ne voulaient surtout pas un affrontement entre Macron et Marine Le Pen, et qu'on a trompé en créant les conditions de cet affrontement, et en le trompant eux-mêmes d'ailleurs, en même temps. Donc voilà où on se trouve. Et ceux qui ont voté ou pas voté de cette façon, c'est ceux qui subissent la situation de plein fouet et qui vont la subir encore pire, l'inflation par les prix. Tous ceux qui travaillent et produisent de façon utile, en rendant des services pour les générations futures, en construisant, en créant. C'est ceux-là qui constituent dans notre pays une majorité en puissance. Mais cette majorité en puissance, aujourd'hui, vous voyez, elle n'est pas représentée. Ah, on vous dira, mais vous parlez d'un bloc populaire, vous parlez de ces 2/3 des Français. Oui, mais ce bloc populaire est électoralement dispersé et, disons, il est dispersé par les ambitions personnelles, par des idéologies tout à fait dépassées et par des héritages familiaux ou administratifs. Donc on dit, il ne pourra jamais se faire parce qu'ils ne pourront jamais s'entendre. Moi je dis au contraire, ils sont représentés, il y a une représentation par les gens qui, eux, ne peuvent pas s'entendre. Mais la base, elle, si on la constitue, si on la développe, elle pourra s'entendre. Et ici, Jonathan Florit représente le début de cela à l'échelle de cette 6e circonscription. Le début de ce qui peut être quelque chose formant les représentants authentiques de cette base populaire. Alors, je vais reciter Guilluy qui dit quelque chose de très intéressant. Si, comme le reste de la population, les catégories modestes baignent évidemment dans toutes les
tous les travers de la société de consommation, ils restent attachés aux biens communs, aux services publics et à leur mode de vie. Et c'est là qu'il y a un espoir dans cela. Et c'est ça qu'aujourd'hui, Jonathan Florit va inspirer et va représenter aujourd'hui. Et toute la carrière de sa famille, qui a été dans le monde politique, l'inspire pour cela, et sa propre famille le soutient. Ce qui est rare pour un jeune de 19 ans. Je pense que c'est très bien, parce que ça crée ce lien entre générations qui est si nécessaire aujourd'hui. Alors, la chance de voter pour lui, c'est de voter pour quelque chose qu'on approuve, quelque chose qu'on trouve bien, quelque chose qu'on aime, et pas de voter par rejet ou par démagogie. Alors, évidemment, vous pensez que ça sera très difficile, il a 19 ans, c'est la 6e circonscription de Bordeaux. On a une douzaine de candidats dans toute la France, et aussi dans le vote à l'étranger, pour représenter ce potentiel, pour représenter ce qui est en puissance. Et c'est dans les moments difficiles, je pense, comme celui que nous vivons, c'est dans ces moments-là qu'on peut vraiment changer les choses, faire quelque chose, faire des changements. Et vous pouvez considérer sa candidature, et il me l'a dit, hein, pour un début, un commencement. Il entend être là pour longtemps, je pense. C'est pas un jeu vidéo, hein, c'est quelque chose de sérieux. C'est pas un jeu vidéo, on rentre, on sort. Donc il le dit sans grands mots. Vous avez vu sa déclaration de candidature, je n'aime pas le mot profession de foi, sa déclaration de candidature. Ce qu'il veut, c'est une vraie banque nationale, du crédit public pour l'industrie, l'agriculture, l'école, l'hôpital, le laboratoire. C'est qu'il veut que les gens qui font la France soient traités non seulement comme ils le méritent, mais comme c'est nécessaire pour faire la France. Alors, évidemment, pour cela, il faut sortir du corset d'une Union européenne qui n'est pas l'Europe aujourd'hui, mais qui est devenue un ensemble de nations soumises à l'OTAN et au capital financier de la City et de Wall Street, avec toute une complexité de choses qui rendent de plus en plus difficile à comprendre pour les gens, parce qu'on entretient cette complicité pour les noyer dans toute une série de choses qui les éloignent de la réalité. Plus tout l'univers du virtuel qui a été construit, avec tous les enfants et les jeunes qui sont plongés dedans, la société des écrans. Vous savez que 50% des échanges sur Internet, c'est sur le porno. Et la société, évidemment, du vidéo, des jeux vidéo ultra-violents. Alors, je ne suis pas contre les jeux vidéo, je pense qu'il peut y avoir des jeux vidéo très créateurs. Mais les jeux vidéo ultra-violents, c'est des jeux où on torture. Alors on va dire, oui, mais c'est des avatars. Oui, mais on s'habitue peu à peu à un va-et-vient incessant des choses. Ce qui fait que, basé sur la destruction, ce qui fait que ça crée une addiction. Et après cette addiction, vous ne pouvez plus concentrer votre esprit, on le voit dans les jeunes, c'est tous les enseignants me le disent, on voit chez les jeunes une incapacité de se concentrer sur les connaissances. Et ils ne peuvent pas concentrer leur attention. Il y a une baisse de l'attention. Maintenant, c'est constaté, évidemment, même par l'OMS. Alors, que veut faire Jonathan? Je pense qu'il vous le dira mieux que moi, mais il veut redonner priorité à ce qu'on mange, avec ce à quoi on se soigne, et là où on se loge. La question du logement est très grave en France. On ne l'a pas abordée, c'est scandaleux, parce qu'on ne peut pas trouver de logement près d'où on travaille, donc on dépense de plus en plus d'essence, de plus en plus dans le transport, et on est de plus en plus coincé. Alors, manger, se loger, se soigner, et l'avenir des enfants, c'est ça qui est le premier des droits de l'homme. Et ce premier des droits de l'homme, c'est ce que lui va défendre. Alors, qu'ont fait les autres? Et pourquoi il est là? Et moi, je vais... Peut-être il dira... Il y aura certainement d'autres choses à dire sur ça, mais moi, je dirais les autres... Voyez ce qu'ils ont fait de la France. On était au 5e rang mondial pour le produit intérieur brut il y a 40 ans. Aujourd'hui, on est 26e. La mortalité infantile a repris en France cette année. Les vieux, nos aînés, dans les EHPAD, sont traités comme des chiens. 52%, il y a une statistique qui vient d'être faite, comme toutes les statistiques, c'est qu'une statistique, hein, mais 51% sont en état de sous-nutrition. Vous savez, les EHPAD sont des sociétés où on traite des personnes âgées, où l'État a tout le service médical et, comme diraient certains,
les gérants de l'EHPAD s'en mettent plein les fouilles et c'est coté en bourse. Donc vous avez vu, dès qu'il y a eu le scandale d'Orpea, la valeur en bourse a baissé de moitié. Donc évidemment, on joue sur la vie des gens, littéralement. Et là, vous le voyez sur un cas très précis. Après, évidemment, on néglige l'agriculture, on a laissé vendre l'industrie à la découpe. On avait 25% dans l'industrie, on est à 10% aujourd'hui. Et c'est une oligarchie financière destructrice que vous voyez, parce que dans chaque grande société du CAC 40, il y a un administrateur qui vient des grandes banques. Et les grandes banques qui sont liées à un système de la finance mondialisée. J'ai rien en soi contre la mondialisation, mais j'ai tout contre la mondialisation financière, avec une total contrôle par la finance, contre lequel on ne peut pas se défendre, parce qu'elle rentre partout et contrôle les données. Je vais vous dire une chose, on parle beaucoup de l'indépendance de la France, toutes les données du ministère de la Défense, les données de l'éducation, elles vont où? À Microsoft. Après ça, les gens peuvent parler de souveraineté tant qu'ils veulent, c'est se moquer du monde. Donc il faut réagir sur tout ça, et avoir des gens qui pensent dans un temps long, qui se battent pour ça, et Jonathan représente ce début. On est tombé dans la dernière place en Europe en mathématiques. Alors oui, les 10% meilleurs en maths sont au top en France, mais les 90% autres sont à la dernière place. Donc il y a des inégalités terribles dans l'enseignement. Pour réussir, dans les préparations des grandes écoles, ben, il faut envoyer les enfants en privé. C'est là que réussit le mieux. Garantie 99% de mentions très bien au bac. Il y a certains qui font ça. Pas seulement de réussite, de mentions très bien. Et vous voyez toute la différence dans laquelle ça s'est banalisé. De mon temps, en 1958, il y avait à peu près 0,4% de mentions très bien au bac. Aujourd'hui, c'est 9%. C'est tous les privilégiés qui se réunissent ensemble et à qui on en donne une mention très bien, comme un certificat pour rentrer dans les privilèges du diplôme. Donc on en est là. Alors, disons, Jonathan, c'est un nouveau visage. Et ce bloc populaire qui se constitue a besoin de nouveaux visages. Ce n'est pas les vieux visages, les vieilles lunes, qui sont capables de le représenter. Donc, c'est vraiment sa candidature, de ce point de vue-là, est à la fois une candidature, je dirais, d'apaisement, parce que ce n'est pas violent, mais en même temps, elle est révolutionnaire. Elle est révolutionnaire parce qu'elle présente l'avenir et qu'elle présente le futur qui est tout à fait nécessaire pour nous tous. Alors je dirais, c'est le commencement, c'est un germe de bloc populaire, comme nous en avons de façon qui m'a surpris un peu, mais c'est un endroit où c'est apparu, avec les Gilets jaunes en Vendée. Nous avons 2 candidats. On en a ailleurs, on en a une douzaine, une quinzaine dans toute la France. Donc le vote pour lui, dans ce sens, c'est un vote pour vous, pour les gens, et surtout, comme je discutais avec une jeune fille, alors c'était une jeune fille insoumise, hein. C'est une excellente discussion. Elle me dit, mais dites-moi donc ce que je dois faire. Alors je lui ai dit, devenir intelligente. Vous l'êtes déjà, parce que vous êtes une battante, elle était drôle, hein. Bien cette discussion. Puis après, une deuxième chose plus difficile, faire devenir intelligents les autres. Ça, c'est déjà plus difficile. Et une troisième, beaucoup plus difficile, avoir l'empathie et l'amitié pour les autres, même s'ils sont tout à fait imparfaits. Parce que c'est le peuple, et le peuple a le droit, parce qu'il représente l'avenir, a le droit d'être respecté, et vous avez le droit de le respecter en le bousculant pour le rendre meilleur. Alors, c'était très intéressant, une discussion, elle a dit, moi je votais pour Mélenchon, parce que ça me paraissait le moins mauvais, mais maintenant, vous me faites réfléchir. Donc c'était très intéressant comme discussion. Vous me faites réfléchir, je vais rester dans l'insoumis, mais inspirez, ou alors sortez si vous ne pouvez plus supporter. Mais soyez vous-même. Alors c'était très intéressant, je pense aussi à un certain nombre de jeunes sont intéressés, on trouve des gens, on fait des porte-à-porte, j'ai fait des porte-à-porte aujourd'hui, et vous trouvez des gens très différents. Par exemple, un homme qui a dit « Ah, mais enfin un jeune, mais vous là, je commence à vous reconnaître. » Bon, oui, vous êtes, je suis Jacques Cheminade. « Ah oui, c'est celui avec la salle qu'on a essayé d'exclure. » Alors moi, je ne veux pas être comparé à la salle, on est différents. Mais en effet, on a porté quelque chose qui a fait qu'on est exclu. Eh bien, Jonathan, lui, ne sera jamais exclu, parce qu'on rentre dans ce monde nouveau et il le représente. Alors je dirais pour conclure
qu'il a le visage modeste et courageux de ce monde qui doit venir. Sans ça, il n'y aura pas de monde. L'alternative, c'est, comme je l'ai dit, la décomposition économique ou la guerre, avec en même temps, ce dont Emmanuel Macron a parlé, la déconstruction du modèle français. Il a dit en toutes lettres aux États-Unis. Donc voilà le choix qu'on a dans ce moment de l'histoire, et je pense que on parle beaucoup de Racine. Moi, je n'aime pas ce mot-là. Je pense que lui représente une source. C'est très différent de Racine. Parce qu'une source, ça c'est le temps, ça inspire. Et je pense que vous devez vous laisser inspirer, et l'inspirer lui-même, parce que c'est un aller-retour dans cette élection, comme un début. Et faites tout ce que vous pouvez pour que l'élan qu'il a, et l'engagement qu'il a pris, pour que vous l'écoutiez, et que vous dites, évidemment, là, on ne peut pas grogner, être mécontent et rien faire. Là, il vous donne une chance de faire quelque chose pour du nouveau. Merci. Merci Jacques. Donc, pour introduire Jonathan dans sa présentation, c'est juste vous raconter comment il est arrivé dans ma vie, on va dire d'une certaine manière, puisque moi, d'habitude sur la région bordelaise, je suis candidat aux législatives, donc j'ai été en 2012 et en 2017, et cette année, bon, je pensais continuer dans cette démarche. Et alors, en début d'année, je reçois un coup de fil de Solidarité et Progrès qui me dit, là, Daniel, il y a un petit jeune dans ton coin, il va être candidat aux législatives, il est motivé pour les législatives. Bon, petit jeune, bon, on ne sait pas, on va voir. Donc le contact, on arrive à se voir, malgré le confinement, et compagnie. Et je discute avec lui pour voir ses motivations et les idées qu'il défend. Donc je lui dis, bah, allez, on imagine qu'on fasse un tract, quelles sont tes idées? Et au bout de cette réunion, je me dis, bah, en fait, je vais pas être candidat, ça va être Jonathan qui va être candidat, et je vais l'épauler. Pourquoi? Parce que d'une part, il a la motivation. C'est sur les réseaux sociaux ou par SMS, il y a tout le temps, je suis motivé, c'est pas une pouce bleu, tac, tac, tac. Donc à la jeune, quoi. Et ça, c'est rafraîchissant, voilà, ça donne la pêche. Et après, au niveau des idées qu'il défend, là, il commence à... Il a décidé les idées de Solidarité pour elle, et là, il a encore de la marge de progression pour grandir. Donc, Jonathan, peux-tu me dire qu'est-ce qui te motive pour être candidat aux législatives? Merci. Alors, bonjour à tous. Je vous remercie d'être venus... on m'entend ou pas? Oui, bien. Merci d'être venu à la réunion publique, ma toute première réunion publique. Donc moi je vais me présenter brièvement. Donc je suis Jonathan Flory, j'habite à Mérignac depuis toujours. J'ai 19 ans. J'ai grandi à Mérignac. Et je fais actuellement un apprentissage d'équipier polyvalent du commerce, vendeur, dans un magasin bio à Pessac. Donc je vais passer mon CAP dans quelques jours. Donc je suis aussi du côté de ma vie associative, enfin de l'autre côté de ma vie. Ok, c'est bon? Un tout petit peu moins près, parce que sinon... Éloigne un peu le niveau, parce que ça... C'est bon? Comme ça, ok. Donc je suis impliqué dans différentes associations, donc je ne vais pas tous vous les citer parce que la liste est grande, mais les principales, donc délégué régional de l'Association nationale des apprentis de France, qui œuvre pour l'apprentissage. J'ai été conseiller départemental des jeunes en 2018, et je suis actuellement président d'une association culturelle qui agit pour les jeunes, et un comité des fêtes du quartier de Beutre, là où j'habite. Donc je me suis intéressé à la politique par tradition familiale, parce que mon grand-oncle était maire de Montluçon, et que ma sœur travaille dans une mairie de Bordeaux Métropole. Donc j'ai croisé Daniel en 2017 à la Victoire, lors de la fête de l'Europe, qui m'a montré les schémas de solidarité et de progrès.
Et je suivais Jacques Cheminade sur les réseaux sociaux. Et en 2022, je me suis dit, il faut que j'agisse, parce que la jeunesse est maltraitée. Quand on voit toutes les conditions de la jeunesse aujourd'hui, c'est pas possible. Donc je me suis dit, il faut que je me présente. Et comme mes idées étaient de solidarité pauvre, j'ai dit, il faut que j'y aille. Donc je viens de débuter d'entrer en solidarité pauvre depuis pas longtemps. Et donc je travaille chaque semaine avec Daniel, qui m'épaule, sur des sujets très intéressants. Donc on a travaillé sur les principes des jours heureux, le programme du CNR, les secrets de la... Baisse un peu encore le micro, tu l'as rapproché de ta Oui. bouche. Les secrets de la réussite économique des 30 Glorieuses, jusqu'au rôle de la France dans un monde multilatéral, où la norme serait la paix par le développement. Voilà. Merci Antoine. Et donc tu as dit que je t'épaulais, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui te soutiennent autour de toi? Oui, et effectivement ma famille, voilà, qui sont là. Et notamment ma suppléante qui a été ma vice-présidente dans l'association, pour qui ne peut pas venir ce soir parce qu'elle a des problèmes de santé. Mais effectivement, j'ai tout un beau monde qui me soutient, mes frères et sœurs, ma famille. Je pense que c'est important. On ne peut pas partir seul. Et donc là, on a vu ta motivation. Donc, je pense qu'il y aura probablement des questions qui continueront sur ce sujet-là. Et après, toi, si tu étais député en Gironde, qu'est-ce que tu voudrais mettre en place? Alors, notamment la culture qui est vraiment très importante. Donc, permettre une culture sans préjugés sociaux, découverte des lieux culturels, artistiques et la pratique d'un instrument. Notamment pour les jeunes des quartiers prioritaires qui sont addicts aux écrans, pour les faire sortir de leurs écrans et leur permettre de découvrir ce qui est la culture. Je pense que c'est important. Parce que quand on voit les médiathèques où il y a peu de gens, peu de jeunes, quand on voit les lieux culturels où il y a peu de jeunes, et qu'ils ont tous derrière leurs écrans, je pense que c'est important de le faire et de leur faire découvrir ce qui est la culture. Et après, je continue. Notamment le projet Termac, parce que la 6e circonscription est une grande dynamique de l'aéroparc de Mérignac, donc avec l'aérospace Vallée. Chez nous, c'est une branche du Technopole de Bordeaux, Techno-Est. Et je pense que c'est vraiment un avenir pour les jeunes, parce que cela rentre dans l'éducation populaire. Et l'espace et la recherche en général sont une porte d'espoir pour les jeunes. Et je pense qu'il faut de l'espoir pour vivre ensemble, en paix. Ce qui est le plus important aussi, c'est la démocratie participative, parce qu'il n'y en a plus. Il n'y en a vraiment plus. Quand on voit nos élus, par exemple, qui sont au conseil municipal et qui votent des projets qu'on n'est pas avertis, notamment les députés qu'on vote et que les citoyens ne sont pas avertis de ce qu'ils font à l'Assemblée nationale. Et je pense qu'il faut aller en avant, il faut aller de l'avant et montrer qu'on est là, les idées qu'on défend, et permettre de faire participer la population. Et la dernière question qui me tient à cœur, c'est l'apprentissage, parce que je suis apprenti. On voit aujourd'hui que l'apprentissage se développe, sauf que les salaires, non. Puis les jeunes travaillent plus, mais gagnent moins. On l'a vu durant la crise Covid, que les jeunes étaient dans la grande précarité. Ils ont décroché. Et je pense que c'est vraiment important de faire un truc, le pouvoir vivre, pour permettre de financer des projets qui sont utiles. Merci Jonathan. Alors Jonathan, si c'est pas indiscret, je voulais savoir qu'est-ce que tes parents pensent de Solidarité et Progrès et Jacques Cheminade s'ils ont un avis sur la question. Ah. Est-ce que vous en avez déjà parlé à la maison? Voilà la question. On peut les laisser répondre? Ah, Non, je pense qu'ils... Je vais faire son micro. Je pense qu'ils pensent que c'est des sujets très intéressants. Et notamment, voilà, parce que ils ont des enfants et donc pour pouvoir le monde de demain,
ça va être un monde très, très dur. Et les jeunes, il faut montrer qu'on est là et qu'on n'est pas oublié. Et donc je pense que c'est des sujets très, très, très utiles. Mais sinon, ils connaissaient Jacques Cheminade et Solidarité et Progrès ou pas du tout? Non. Non. C'est Florent qui l'a, Jonathan, pardon, Florie, qui l'a découvert tout seul. Oui. Je sais pas si c'est utile que je Moi, passe j'ai le micro une d'ailleurs. question. Si c'est enregistré. Juste, c'est quoi le projet Tarmac Ah oui. dont tu as parlé? Vas-y. On va laisser Daniel parce qu'il travaille un petit peu dans... Oui. Tarmac, c'est un projet en fait à Mérignac. On est sur un pôle de compétences sur l'aéronautique, l'aérospatiale. Et donc de la même manière qu'à Toulouse, il y a un centre de l'espace pour faire venir le public et découvrir ce qui a été réalisé et ce qui peut être réalisé. Sur Bordeaux, il y a un projet pour faire exactement la même chose. Et ça sera à côté de Dassault et Thales. Il y a un carré, il y a un terrain qui est déjà prévu pour le faire. Donc ils vont faire un genre Un musée, c'est plus cité des sciences à Toulouse, quoi. C'est pas un pôle purement d'excellence, musée. quoi. C'est quelque chose pour inspirer. Inspirer les jeunes sur l'histoire de l'aéronautique et ce qu'on va faire avec. Puisque en fait, sur cette zone, c'est là où il y a le plus d'emplois aéronautiques de la région, même quasiment en France avec Toulouse. Et dedans, on a des lycées professionnels qui forment des chaudronniers et il en manque. En fait, il manquait énormément de personnes. Et donc Tarmac a pour vocation de faire une vitrine et d'inspirer les jeunes. Donc c'est vraiment ça qui intéresse. Est-ce que dans ton groupe d'amis, de connaissances, tu arrives à les motiver, à les intéresser pour te suivre et t'épauler? Oui. Après, c'est dur quand même. Je trouve que là, on peut le voir ce soir. C'est difficile de mobiliser les gens. Et je pense que c'est urgent que les gens se réintéressent à la politique. Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire pour agrandir cette bande d'amis autour de toi et de les motiver à bouger plus? Que ce soit les jeunes qui se mettent à la place. Mais comment tu comptes faire bouger les jeunes, justement? Alors voilà, des coups de pied au cul. Non, en leur disant que c'est maintenant qu'il faut y aller, parce que sinon ça sera trop tard. Ça sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut y aller. Je vais juste prolonger. Ce matin, toute la semaine, en fait, on a été dans les rues, en porte-à-porte. Et en fait, le fait que Jonathan ait dit soit jeune, ça interpelle les jeunes. Ils se disent « Waouh, quel courage !» entre guillemets. Et donc réellement, on a quelques jeunes qui ont laissé leurs coordonnées pour poursuivre pour une réunion. Et même certains disent moi je ne suis pas contre participer. Donc il y a une notion d'inspiration. Parce que vas-y. Et donc j'ai dans l'idée, après les législatives, notamment de créer un groupe de solidarité pour de jeunes, une association de jeunes, pour montrer qu'il faut donner un nouveau souffle à la solidarité pour eux. Pour que Jacques puisse se reposer un peu. Oui. Vas-y Alain, et après. Oui. Est-ce que vous auriez des idées sur les programmes d'enseignement, des choses qui pourraient améliorer la société? Sur n'importe quel sujet d'éducation? Sur les programmes, oui, de tel ou tel domaine. Sur le handicap, je pense que c'est important que Par exemple, oui. que les enseignants, parce qu'on dit l'école pour tous, mais les enseignants ne sont pas formés. Et quand on voit que les élèves en situation de handicap sont dans les grandes difficultés et qu'on les met dans des classes avec 25 élèves, je pense que ça passe par la formation et par la pédagogie. Bonsoir. Alors, moi, on va rentrer dans le dur politique. Aujourd'hui, on sait que sur la circonscription, le maire de Mérignac a fait fermer un circuit automoto. Aujourd'hui, les jeunes
non plus de... On va citer le maire de Mérignac qui est Alain Anziani, a fait fermer dernièrement le circuit automoto de Mérignac sans solution. Si tu es élu député aujourd'hui, dans quelques mois, et ça sera je rajouterai une deuxième question là-dessus aussi. On le sait, aujourd'hui, le député actuel, Éric Pouliat, est totalement absent du terrain et s'est désengagé aussi de la commission de la commission défense, en sachant que Mérignac est une ville sur la circonscription où la défense est quelque chose qui compte. Alors sur ces deux points, sur le circuit automoto, si tu es élu député, est-ce que tu soutiendras la réouverture d'un circuit automoto et feras-tu partie de la commission de défense à l'Assemblée nationale si tu es élu? Ça, c'est difficile de le dire. Je commençais par la commission de défense, c'est difficile de le dire. Et sur la question du circuit, je pense que il faut passer par de la démocratie participative, de la démocratie de proximité, et consulter les concitoyens, et pas le faire dans le dos des concitoyens. Parce que ça montre que c'est pas un élu. Et donc, notamment, la question du RIC, je pense que c'est vraiment très, très important. De consulter davantage les concitoyens sur les lois qu'on vote et sur les idées qu'on défend. Et d'être sur le terrain, sur les marchés, je pense que c'est important. Et on le voit pour montrer aux gens qu'on est là, il faut être présent sur les marchés et aller à la rencontre des citoyens. Question ? Vas-y. Bonjour Jonathan. Bonjour. Est-ce que tu t'informes sur le travail du parlementaire, du député, quoi? Est-ce que tu regardes, je sais pas, les questions de l'Assemblée, etc. Est-ce que tu comprends le rôle que tu auras à l'Assemblée nationale? Oui. Je regarde des fois les questions au gouvernement. Et c'est vrai que c'est du boulot, mais je pense qu'on peut y arriver en étant jeune. Je pense qu'on peut montrer qu'on n'est pas oublié et qu'on ne faut pas rester sur les bancs de l'Assemblée sans rien dire et parler de tous les sujets qui peuvent être utiles pour les citoyens. Et je rajouterais que en fait, le député n'est pas tout seul, il a une équipe parlementaire qui peut l'aider. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de tout savoir, ou toi, ou n'importe qui. Et voilà, c'est qu'en fait, le député, il n'est pas seul. Comme tu l'as dit, c'est une équipe parlementaire. Ah oui. Là où il y avait un sujet, c'était sur le RIC, parce que le RIC, c'est bien de le promouvoir, mais je ne pense pas qu'un député peut dire tiens, le maire de Mérignac, il faut que vous fassiez le RIC pour décider de telle ou telle chose. Là, il y a... Mais après, de consulter ses concitoyens, c'est important sur tous les sujets, et pas de faire dans tout. Tu peux faire une proposition de loi pour amener sur le RIC et voir avec d'autres parlementaires s'ils sont d'accord. Mais d'invertir les concitoyens de la loi qu'on vote, c'est important. Oui. Oui, est-ce que Menuet, tu l'accompagnes s'il est élu, toi? Alors, pour l'instant, on est dans la campagne, je l'accompagne dans la campagne, et après... Assistant parlementaire. Non, mais bon... pourquoi pas, hein, s'il veut bien. Moi, ça m'intéresserait aussi, hein, comme reconversion. Mais ça serait bien, parce que tu as du vécu, bon, tu fais grande cheminade depuis longtemps, tu es quand même un type crédible, il est tout jeune, donc il a besoin d'être... non, voilà. Ah, bon. C'est une bonne chose, moi je pense que c'est une bonne chose. Il y a plein de gens qui ont plein de potentiel pour le faire. Oui, oui. C'est ça qu'il faut voir. Oui, mais enfin, voilà, toi, tu es là. Hein. Toi aussi, hein, d'ailleurs. Pardon. Qu'est-ce que tu penses de l'Union européenne et du fait que je crois que c'est 80% des lois à peu près qui sont votées en France viennent de l'Europe, de l'Union européenne. De l'Union européenne. Alors je pense que la majorité des Français ne connaissent pas ce que c'est l'Union européenne. Oui, ça c'est vrai. On élit des personnes
qui votent et qui font à la place de la France. C'est eux qui décident en fait. Et ça, il faut redonner un truc à la France. Moi j'ai une question. Monsieur Faury, je vous ai discuté tout à l'heure avec vous. Quand vous avez fait le porte-à-porte cette semaine, donc c'est au Taillan, ça s'est passé. Vous avez rencontré beaucoup de jeunes, vous avez pu dialoguer avec eux. Comment ça s'est passé? Alors moi, je vais dire à ma vie, je pense que les jeunes ont besoin de voir, surtout quand ils savent que c'est des jeunes qui se présentent, on a plus de dialogue avec les jeunes que les personnes âgées. Ça, je le remarque. Et puis, on voit que les jeunes sont perdus. Notamment avec les partis historiques et l'abstention. Et je pense de leur faire regagner les urnes, c'est un sujet intéressant. De leur dire qu'il faut aller voter. C'est des sujets intéressants. Moi, je crois que déjà, le visage, moi j'étais avec mon chauffeur de bus, le numéro 2, donc je l'ai gratté à un moment donné et tout ça. Ah, il m'a dit, mais ça doit être là. Mais effectivement, à côté de l'école, j'ai vu ce nouveau visage et tout ça. Je pense que déjà, tu as un bon impact là. C'est tellement rare, parce qu'en général, bon, je ne vais pas dire du mal des vieux à mon âge, mais c'est des vieux fusils. Ils ne sont pas très crédibles, ils sont un peu usés en termes d'image et tout ça, et tout d'un coup, tu arrives et tout ça, moi je crois que ça se présente bien, quoi. Voilà. Et d'où le slogan Tous en avant avec Jonathan, pour montrer que les jeunes sont là. Ah oui, mais... Ah non, mais moi personnellement, bon, moi je vais être très clair, hein, pour entrer un peu dans la pratique, moi je suis un ami de Pierre Urmic, historiquement. Et en plus c'est un gentil garçon, il est honnête, intelligent. Bon, il est un peu comme ça, comme ton PDG, un peu comme un basque si tu veux, mais... Et puis il est riche, bon, mais il a la qualité du cœur, c'est un homme de partage. Il est dans l'élévation, il n'est pas que basque, ni que catho et que bourgeois, il est dans l'élévation, il est honnête et travailleur, et on a un très très bon maire, et moi je ne vais pas me gratter hein, sur les marchés bordelais, même si ce n'est pas ta circonscription, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur les marchés, mais en définitive, quand tu les grattes, ils habitent peu Bordeaux, et ils habitent notamment beaucoup à Mérignac. Il y a beaucoup, l'ancien directeur de l'UGC, tout ça, moi je suis un mec de relations, si tu veux, moi j'étais commerçant à Bordeaux, donc je connais tout le monde, enfin tout le monde, je connais beaucoup de gens. Mais moi, personnellement, quand Daniel m'a parlé de ta candidature, j'avais quelques jours avant écouté les propos de M. Cheminade sur le conflit russe, tout ça, et j'ai dit, mais ça, bon, c'est du bon boulot, quoi, c'est du bon boulot, voilà. Moi, personnellement, je suis très content. Et ça montre qu'il faut virer tous ceux qui sont là depuis longtemps à l'Assemblée nationale et redonner un souffle à l'Assemblée nationale. Oui, non, mais il y a boulot, ça je suis persuadé. Mais de l'autre côté, c'est le moment, je crois. Je crois que je suis d'accord avec M. Cheminade. C'est dans ces moments-là qu'il y a des bourgeons qui sortent, et je crois que la cacophonie actuelle ne trompe personne. Tout le monde comprend que c'est le bordel. On peut dire le bordel, c'est la vie. C'est vrai que la vie, des fois, c'est souvent le bordel. Mais si tu veux, leurs vieux films, ça marche pas, quoi. Tu vois, l'Union populaire, enfin, bon, c'est pas sérieux, quoi. Mais le problème, c'est que les gens ne s'intéressent pas à la politique, c'est le vrai problème. La jeunesse s'y intéresse, il lève un œil quand même, à travers des motivations écologiques et tout ça, je le vois, puisque je suis grand-père à temps complet, ils ont 18 et 20 ans, ils posent des questions. Et moi, je ne les guide pas, et je vois là, les influences et tout ça. Mais ils se posent des questions. Bon, c'est vrai que moi, je n'ai pas réussi grand-chose, mais les drôles, ils sont gentils, bien élevés, et ils s'intéressent au bien commun, et voilà. On n'est pas pour ça des... tout le monde sent bien qu'il y a des choses à faire, et c'est qu'on a besoin de la jeunesse et de l'intergénérationnel. Ouais. Et que la jeunesse est oubliée, puisque notamment au niveau, durant le Covid, enfin, il n'y a rien eu presque pour la jeunesse. Et quand on voit dans les conditions, par exemple des étudiants, dans les conditions où ils vivent, et qu'ils se retrouvent dans la grande précarité, qu'ils sont obligés d'aller chercher des paniers alimentaires, c'est pas possible. Ouais, mais non, mais c'est pas possible. Par rapport au logement, par rapport à tout ça, c'est lamentable. Ouais, je veux juste... Non, pour répondre à la question de madame, parce que Jonathan a fait un peu de porte-à-porte, mais comme il travaille et qu'il n'a pas pu se libérer, il en a fait moins que certains d'entre nous qui sommes venus
pour le soutenir. Et par rapport aux jeunes, moi ce que j'ai pu constater en tout cas, de manière générale, après ça s'explique aussi parce que les jeunes n'ont pas eu une carrière professionnelle, n'ont pas gagné autant que certaines personnes plus âgées qui ont pu s'installer. Mais la plupart des jeunes, en tout cas pour le Taillan Médoc et Mérignac, la plupart des jeunes qu'on a pu croiser, vivaient dans les logements sociaux. Ça c'est clair. En tout cas, une majorité de jeunes, enfin, dans les logements sociaux, il y avait tous les âges, mais il y avait pas mal de jeunes. Donc, déjà, c'est une chose, hein, ça répond un petit peu à la préoccupation. Ça, c'est ce que moi j'ai pu constater, en tout cas, je ne sais pas si d'autres l'aiment, en tout cas, les plus jeunes étaient dans les logements les plus modestes. Donc voilà, et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que venir pour les législatives, il n'y avait pas de « oh non, non », il y avait un intérêt, par contre, ils ne connaissent pas. Et je ne pense pas que ce soit parce qu'il est jeune, en tant que tel, qu'ils vont... c'est-à-dire qu'il y a les idées derrière aussi, c'est-à-dire qu'ils attendent à ce qu'à un moment donné, ça réponde à certaines choses. Après, ce n'est pas pour autant qu'ils soient très causants. Donc c'est là où il faut pouvoir les engager, vraiment dans une discussion. Mais c'est un premier jet. Mais c'est clair que c'est ce qu'on peut constater, c'est que oui, le porte-à-porte et d'aller sur le terrain permet de voir véritablement où en sont certaines tranches d'âge par rapport à leur vie et de pouvoir engager le dialogue avec eux. Donc il faudra y retourner, simplement. C'est justement pour ça que je posais la question, c'est qu'en fait, je trouve Monsieur Flory, je me permets de vous le dire, donc c'est très bien, je vous sollicite de cette campagne que vous faites, mais moi je pense qu'il faudrait que vous ayez aussi du monde derrière pour que ça fasse un clash, parce qu'on en a vraiment, je vous le disais, je vous l'expliquais, moi je fais de la politique, ça fait 40 ans, et je m'y retrouve plus, donc oui, c'est bien un jeune, mais... alors je reviens au monsieur de tout à l'heure, oui, des personnes aussi âgées, je vais dire, voilà, on est à la retraite, mais quelque part on a des idées aussi qui peuvent aussi vous porter un élan. Et pour les jeunes, de les inciter surtout à aller voter, parce qu'il y a beaucoup qui ont dit que non, ils n'allaient pas voter, ils ne voulaient pas voter. Et là, il y a un gros problème. C'est que ces jeunes qui ne vont pas voter, c'est pour ça que je vous posais la question, si vous avez vu dans la semaine, dans le Taillan, si vous avez rencontré des jeunes, et les jeunes, non, ne vont pas voter. Voilà. Une question peut-être un peu délicate. En tant que candidat, tu sais que tu as 15 droits à prendre 15 jours pour faire ta campagne. Est-ce que tu penses que ton patron va te laisser partir et est-ce que tu lui as déjà posé la question? Non. Donc tu lui as pas posé la question? Non, je lui ai pas posé la question. Et il n'est pas au courant. Mais peut-être qu'avec le machin... En fait, cette semaine, il n'était pas dans l'entreprise, il était à l'école. C'est la dernière semaine de l'année. Il ne pouvait pas la rater, en fait. Et autre question, peut-être que tu es en apprentissage, c'est ça? Ton apprentissage continue après ta période d'école? Oui. D'accord. La deuxième question, est-ce que tu as un mandataire financier pour ta campagne? Oui. Et est-ce que vous avez ouvert un compte? Oui. On voulait ouvrir un compte à la Banque Postale, sauf qu'on peut le prendre en exemple. Il demande 500 €. Et c'est pas acceptable. Oui, oui. Comment d'ailleurs tu vas faire pour le compte de campagne pour la banque? En fait, c'est fait. Ouais, c'est Quoi? c'était fait. C'est fait déjà. Oui. Mais il a fallu verser 500 €? Non, Non, on a été ailleurs, on a été... Pour laquelle? On a été au Crédit Mutuel et pour la Banque Postale, il fallait Crédit Mutuel? 500 €. Ouais. Et sans verser 500 €, c'est quelle banque? Sans verser, c'est le Crédit Mutuel. Non, la Banque Postale. Non, c'est la Banque Postale qui prend 500 €. Et en fait, il y a 2 ans, c'était 150. Ils ont monté à 100. Dans une autre circonscription, on est allé à 10 banques et ça a été refusé partout. Sauf 500 € dans l'une, 900 € dans l'autre qu'il fallait déposer. Oui, et au Crédit Agricole aussi.
Et toi, tu as réussi alors? Oui, au Crédit Mutuel. Il faut savoir que ça, c'est un problème que d'autres partis politiques ont eu pour les municipales. Beaucoup de banques ne voulaient pas ouvrir de compte de campagne. Et il y a eu tellement de cas qu'aujourd'hui, parce qu'avant, il fallait faire un recours à la Banque de France, il fallait des papiers officiels et tout ça. Maintenant, la Banque de France ne demande plus de papiers. À partir du moment où vous avez des problèmes avec les banques, vous dites, faites un recours à la Banque de France. La Banque de France envoie un courrier à la banque et illico, la banque est obligée d'ouvrir un compte sans condition. Quelle que soit la banque. Ah bah oui, donc parce que là, c'est la Banque de France qui... On voit comment les banques aujourd'hui vraiment freinent des cas de fer pour ouvrir des comptes temporaires et autres, mais pourtant c'est un droit fondamental dès que vous demandez et sans condition. Donc c'est illégal en fait. Bah, c'est quasi illégal, ouais. C'est de l'abus de pouvoir. Voilà, c'est en fait sur la page de la Poste qui dit l'ouverture du compte c'est 500 €, tac, tac. On va dire il y a des petits astérix et des trucs écrits en tout petit. Sauf si c'est la Banque de France qui le demande en tant qu'obligation. Donc en fait, c'est... Mais voilà, toi tu vois pas. Ah oui, ils attendent que la Banque de France leur impose. Alors Jonathan, je voudrais revenir à un autre problème sur la circonscription que tu connais bien, puisque tu habites à Mérignac. C'est depuis quelque temps, sur la circonscription, on a un problème de délinquance qui est en train de monter aujourd'hui sur cette circonscription. Et le député sortant qui a les pouvoirs, puisqu'il fait partie de la majorité, d'écrire au ministre de l'Intérieur pour augmenter les effectifs de policiers, aujourd'hui sur la circonscription, ne le fait pas. Alors, quel sera par rapport à cette problématique que tu connais bien, surtout dans la plus grande ville de la circonscription, quelle sera ta première mesure là-dessus, si tu es élu? Je vais m'en donner. Je pense que ça passe par du dialogue, mais je vais quand même demander l'aide parce que ouais, c'est vrai que c'est un sujet délicat quand même. C'est des questions assez compliquées parce qu'en tant que député, ton travail c'est de représenter le peuple à l'Assemblée nationale. C'est l'article de la Constitution qui parle au nombre de députés. Ça fait pas de toi un dieu surpuissant qui peut aller sur ta circonscription et dire il faut plus d'effectifs de police. Tu peux le dire, mais en fait ça veut pas dire que ce sera suivi des faits en fait. C'est ça notre question qu'il y a derrière, c'est que ton rôle de député, tu peux alerter sur les problèmes qu'il y a dans ta circonscription, bien sûr, mais tu n'as pas un pouvoir décisionnaire sur ce qui se passe sur ta circonscription. Tu peux à la rigueur rencontrer les élus locaux par rapport à ces problèmes, les élus locaux par rapport à ces problèmes, mais le député a un devoir de rendre des comptes sur ses activités à la population, ce qui est totalement vrai, mais ce n'est pas en tant que tel un élu local avec un pouvoir de police. Ce n'est pas le magistrat de ta ville. Ça, c'est l'autre problème. Mais tu peux intervenir sur ces questions-là. Je pense que si tu dis à un maire, ça va pas, on doit prendre rendez-vous sur ce sujet, ce serait un peu étonnant qu'il refuse un rendez-vous au député. Donc, passer par le dialogue avec les maires. C'est moi de connaître Alain Diadi, de savoir que c'est pas quelqu'un qui dialogue facilement sur Mérignac. Disons qu'une écharpe tricolore, ça peut forcer à ouvrir les bouches et les oreilles. Alors, même si il n'est pas évident pour un maire qui a à sa charge la responsabilité des pouvoirs de police, il faut savoir une chose, à Mérignac, il y a quand même une police municipale. 32 policiers municipaux sur Mérignac. Voilà. Ce qui est ridicule. Ben oui, mais comme dans toutes les communes de la métropole. Et la réponse du gouvernement à certains problèmes, ça a été la création de 10 000 postes de police pour faire face à des problèmes divers. Il faut savoir qu'en fait, il n'y a pas eu création de 10 000 postes de police, puisqu'il y avait 7 000 ou 5 000 départs à la retraite.
dans ces conditions-là, il est très difficile pour un maire qui n'est pas le maire de le président, si il est président de la métropole, je pense. Il est président de Bordeaux Métropole. Il est très difficile à la métropole de demander des effectifs de police ad vitam aeternam à l'État. Parce que de toutes les manières, l'État préférera les envoyer sur les gilets jaunes que pour régler les problèmes de délinquance dans les cités. Et quelle que soit la couleur du gouvernement, qu'il soit de droite, de gauche ou hybride, on va dire. Le centre hybride. Mais moi, ce que je voulais te dire, c'est que puisque tu as ouvert un compte de campagne, moi, je vais te faire un chèque pour que tu puisses financièrement, pas un gros chèque, hein, mais pour que financièrement, tu puisses te présenter à cette élection. Et j'appelle toutes les personnes qui sont ici à avoir le courage de le faire. Alors, je voudrais juste donner une précision. Merci. C'est justement, c'est nous, en tant que Parti Solidarité et Progrès, pour justement pouvoir financer les différentes campagnes candidats au niveau national, on a préféré que ce soit le parti qui finance les campagnes pour éviter justement, non pas la lourdeur administrative, mais les surcoûts qu'entraîne une gestion d'un compte de campagne individualisé. Dans le sens où, dès qu'il y a un don, il faut un comptable qui valide, qui coûtera 200, 250 euros. C'est-à-dire qu'il faudra 250 euros minimum de dons pour pouvoir faire ça. 251. 251. Voilà. Moi, je ne suis pas au courant. L'inflation, ça augmente toujours. Et donc, ce qui veut dire que nous, on préfère, à la rigueur, si tu veux faire un don, de le faire directement à Solidarité et Progrès. Sur Internet, tu peux dire commentaire pour la campagne de Jonathan ou pour la campagne législative. Il faut le faire par Internet, c'est-à-dire qu'on ne peut pas remettre... Si, ou bah, voilà, tu as ton chéquier, tu as même la carte bancaire. On peut le faire ici et on a effectivement la machine à carte. Ils ont la machine à carte, ils sont modernes. On peut remplir la fiche de don, ce qui fait qu'en plus tu auras les déductions fiscales si tu payes les impôts. Voilà. Donc voilà, merci pour ton assistance, mais juste techniquement, nous on préfère passer par ce moyen-là. Écoute, je vais faire une carte alors si c'est possible. Voilà, oui. Ça, tu as de l'expérience, tu dois mener un peu là-dessus. Oh, bah, dans la salle, je ne suis pas le seul, hein, c'est bien. Oui, non, mais comme tu es près de lui quand même. Oui. Et par contre, moi, la relation journalistique quand même, parce que bon, ça va être important. Bon, aujourd'hui, il y a un support, c'est vraiment Sud-Ouest, enfin moi, je pense. Il y a des types qui ont un profil, parce que tu as une belle histoire. Tu as une belle histoire, il faut savoir la vendre, il faut faire leur boulot quelque part, les motiver. Je dis ça avec respect. Il y a des gars qui ont le profil quand même. Sota, La Serre, tout ça, ils ont le profil. J'en ai parlé un peu à Menuet. Tu as une belle histoire, il faut que tu la racontes. Ce que tu nous as dit tout à l'heure, ton millésime, ton énergie, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et ça, il faut leur vendre la sauce. Il faut leur vendre. Ils en ont besoin, ils aiment ça. Ils aiment ça, quelque part. Ils en ont besoin sur le plan de leur patron. C'est que des soldats. Hein. Ils ont une démarche intellectuelle, ils ont un peu de truc. Bon, on ne va pas faire le procès de la presse et tout ça, ni être des naïfs. Mais tu as une belle histoire, à mon avis, il faut la vendre à Sud-Ouest et très rapidement possible. On a... Je voulais juste quand on devait justement parler des journalistes, je trouve qu'ils mettent en avant ceux qui ont les gros partis. Et ils ne mettent pas en avant ceux qui ont des meilleures idées. On l'a vu dans la campagne. Et c'est vraiment très difficile de communiquer avec eux. Moi, je vais te dire sur Sud-Ouest, et je ne me reste vraiment pas un garçon soumis, je trouve que même pour la présidentielle, ils ont été extrêmement corrects. Sur des thématiques bien précises, ils interviewaient tous les candidats et ils avaient quasiment le même espace. Et on prenait une page dans la gueule à chaque fois. Et j'ai trouvé que sur 5-6 thèmes importants pour la présidentielle, Sud-Ouest avait fait son boulot. Moi, je pense que Sud-Ouest a fait son boulot. Et je pense qu'il faut flatter. Il faut leur dire qu'ils ont bien fait leur boulot pour les présidentielles et leur dire que pour les législatives, on attend qu'ils fassent la même chose. Que l'électeur
Moi, je suis prêt à m'engager là-dessus et à écrire. Moi, j'ai eu le conseiller de Chaban, hein, Philippe Béclin, hein, qui lui a fait enlever même son nom. C'est-à-dire, il ne s'appelait plus Chaban-Delmas, il s'appelait Chaban tout court. Il fallait le faire quand même, parce que Chaban, bon, c'est quand même... c'était pas un perdreau de l'année. Hein. Bon, moi, je crois qu'il faut que tu pousses là, que tu pousses. Parce que, bon, il faut te faire connaître, quoi. Mais ça, il faut le faire. Alors, comme je suis rapidement, dans la lenteur, hein, on n'est pas là pour s'exciter et puis jouer au con. Mais il faut bien que tu intègres ça avec Menuet. Moi, je me tiens en disposition au niveau de mon vécu. Moi, je mets tout mon savoir en toute modestie. Moi, je ne suis pas là pour me vendre, on dit quoi que ce soit. Je mets toute mon énergie. Tu as une belle histoire. Il faut que tout le monde t'aide. Moi, je peux t'aider à ce niveau-là. Il y en a qui t'aideront sur le collage, sur le truc, voilà, sur les marchés. Son papa, il colle à Merlin. Hein? Son papa, il colle à Merlin. Ah oui, il s'est fait arracher la tête dans notre quartier. Ah ouais. On a découpé la tête et le coup de face. Jean-Claude, je vais juste rebondir sur toi. Actuellement, c'est si tu demandes à quelqu'un d'aller sur Internet dans le journal Sud-Ouest, sur les législatives en Gironde, ils ont à peu près 12 témoignages. Il y a 12 interviews, dont celle de Jonathan. C'est-à-dire que Jonathan, en fait, coup de bol, c'est à côté de mon boulot, il y avait une grève, il y a une manifestation d'une entreprise. Et je passais, moi, à 8h, je suis au boulot, ils étaient là. Je vais leur dire bonjour, quoi. Et ils me disent à 9h, il y a le journaliste qui vient. Je fais, ah bah je vais venir. Et donc j'ai manifesté avec eux, et après j'ai été voir le journaliste pour demander s'il couvrait les législatives. Et en l'occurrence, oui. Et je lui dis, est-ce qu'il connaît Jonathan Fleury? Et juste auparavant, Jonathan lui avait déjà envoyé quelque chose. Donc là, il m'a dit, oui, je vais les couvrir. Donc après, c'est là où on a fait le travail qui est présent dans le journal là, de l'interview, et on lui a envoyé. Et à partir de ça, il a fait son article en disant, voilà, Jonathan Fleury, sûrement le plus jeune candidat des législatives en Gironde. Et voilà, il a commencé un teaser, on va dire. Il a commencé à lancer l'histoire. C'est sur la presse papier? C'est presse papier, oui. Presse papier et Internet. C'est passé sur le Sud-Ouest papier. Ouais. J'ai quelqu'un en porte-à-porte qui avait lu l'article. Ouais. Voilà. Et le journaliste, c'était qui Olivier Delormeau. Delormeau. Oui, Delormeau. Et donc là, pour cet événement, je lui ai aussi envoyé, mais j'ai rien vu sur Internet. Peut-être que c'était juste en papier, puisque c'est un événement qui disparaît, quoi. Ça, je sais pas. Si, ils l'ont mis sur Internet. Ah, ils l'ont mis sur Internet? Ils l'ont mis sur Internet et ils l'ont passé 4 fois dans le Sud-Ouest. 4 fois c'est passé. Par contre, ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait qu'il ne passe pas les petits candidats, c'est pas vrai. Moi, j'ai toujours été un petit candidat et j'ai toujours eu une demi-page. Et plusieurs fois en plus. J'imagine que ça, c'est par rapport à la presse nationale. On voit ça effectivement dans la presse régionale. C'est un peu plus facile. Est-ce que c'est le plus jeune de France? Oh, je ne sais pas. Un candidat. À voir. Mais après, juste pour finir, c'est que, comme tu dis, c'est une belle histoire. Mais après, il faut qu'il y ait des étapes. Donc peut-être que, comme disait madame, c'est s'il y a 4-5 jeunes autour, tout de suite c'est une belle histoire, parce qu'il y a une dynamique qui se fait. Oui, c'est ça. Alors que s'il reste tout seul, la dynamique, elle ne pose pas, le journaliste, ça ne va pas le titiller. Non, il faut raconter le feuilleton. Ouais. Là, de dire par exemple, là, on a fait une réunion, on est combien, des 25 à peu près. Voilà, déjà, on va faire le compte rendu de réunion. Et on l'enverra. Ah oui. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs qui vont le faire. Et là, c'est intéressant parce que ça dit, voilà, un jeune de 19 ans, il a fait une réunion au Taillon-Médoc, c'est pas à Bordeaux. Hein. Donc il y a quand même 25 personnes qui viennent. Et puis après, si je peux me permettre, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, madame, en effet, il faut une équipe. C'est que aujourd'hui, dans la brume politique, il faut que ça passe entre quatre yeux pour que les gens puissent se dire ah oui, non seulement pour le vote, mais encore plus pour ce qu'il y a à faire derrière, qui a priori devrait être fait. On ne va peut-être pas gagner tout de suite aux législatives. Donc dans tous les cas, derrière, c'est ça qui va devoir se faire, c'est qu'il y ait une équipe et qu'il y ait des gens qui se serrent les coudes. C'est ça l'enjeu. Donc si vous avez du temps pour faire du porte-à-porte avec Jonathan, un soir, un samedi matin sur un marché, etc., c'est jeune ou pas jeune. Qu'est-ce qu'il y a comme réunion de prévu déjà? Il y en a une à Saint-Jean-d'Illac. T'en as combien? En juin.
Il y a Saint-Jean-d'Illac le 9 juin, et là, suite aux différents retours des tables qu'on a fait dans la rue, on va en faire une à Mérignac, mais ça ne sera pas dans une salle municipale, ça sera sûrement dans un bar ou dans un restaurant. Parce que là, pour l'instant, on n'a pas eu... Les marchés, non. Ah, le marché, si, on va en faire. D'ailleurs, en fait, ce samedi, on fait une table avec un barnum au marché de Mérignac, et on reste toute la journée, c'est bien ça, Daniel? À côté de l'église, là? Oui. Et alors justement, juste après l'église, quand tu pars vers la Cité des Pins, bah, tu as un bar associatif qui peut vous prendre en réunion. Il nous a souvent pris, nous, en réunion. On saisira l'occasion samedi pour aller le voir. Ouais, c'est le moment d'aller le voir. Qu'est-ce que ça représente la 6e circonscription comme commune? Donc il y a Mérignac, Saint-Jean-d'Illac, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Saint-Médard-en-Jalles. Il y a Saint-Médard? Saint-Médard, oui. Donc en fait, c'est... donc Ésine, c'est le bout de celle du Médoc. Il y a Ésine aussi? Non. Il y a donc le Taillan, c'est la pointe. Le Haillan, Saint-Médard, Martignas, Saint-Jean-d'Illac et Mérignac. C'est énorme. Si vous prenez le tract, c'est marqué dessus. C'est énorme comme circonscription. Et ça ne prend pas Codéran? Non, Codéran, c'est Bordeaux. Non, c'est une belle circonscription au niveau... Et en fait, ce qu'on disait, c'est justement, on a rencontré des jeunes de Mérignac ce matin, on leur parlait de la Réunion, et en fait, je réfléchissais aux moyens de transport. C'est de Mérignac à ici, c'est du contournement. Il y a un bus qui vient. 30, 35. Il y a le bus qui vient directement, le 2. Oui, il faut aller le 2 au Grand Louis. Voilà. Et puis, mais il faut prendre, on va dire, je suis à Mérignac Centre, je prends le 35, le 2. Et le 2, c'est ça. 30, 35 et 2. Chez nous, c'est 30, 35 et 2. 3 bus. Ouais. À part que ça, c'est très bon. Ah oui, le 35, c'est... Et dans les bus, on peut pas faire le... Alors, j'étais au marché du fond, là, au Taillan, et il y avait les bus qui arrivaient. Moi, une fois, ils stationnaient, c'était le terminus. Et donc, je suis allé discuter avec un chauffeur, et je dis, oh, mais je suis pas d'ici, les idées sont bonnes. Il faut y aller, t'inquiète pas. Et t'as pas pu avoir de stage, Merlin? Non. Est-ce que ça serait pas intéressant d'aller voir les jeunes lycéens ou autres, je sais pas. Apparemment, l'université n'est pas concernée par cette circonscription, mais je sais pas, les jeunes en fin de scolarité. Oui, il n'y a pas d'école supérieure dans le coin. Ouais, je vérifie. C'est tout sur Pessac, les écoles. Vous avez le grand lycée Sud-Médoc, c'est important aussi. Ah oui, Sud-Médoc à Saint-Médard. Alors ça fait partie du Taillan, et en face vous avez le collège Léonard de Vinci, qui fait partie de Saint-Aubin. Et juste en face vous avez le grand lycée. Alors là, les jeunes sont, je peux vous dire que là, oui, vous pouvez rencontrer. Est-ce qu'il y a des usines ou des entreprises importantes dans la circonscription? C'est les plus grosses de la région. Parce qu'évidemment, dans ce cas-là, parce que c'est là aussi où les jeunes travaillent. Alors, il y a des jeunes qui y travaillent, parce que souvent quand on fait le porte-à-porte, on ne les croise pas parce qu'ils travaillent. Les jeunes, ça va jusqu'à des gens qui sont pas retraités encore. Et oui, il faudrait faire des distributions, si c'est possible, à la sortie, parce que c'est là où... potentiellement, il y aura des électeurs. Il n'y aura pas que des électeurs qui travailleront dans ces entreprises, mais il y en aura. Et étant donné ce qu'on défend, voilà, ça, à mon avis, ça peut valoir le coup. Là, je suppose que c'est côté des grosses quantités, parce que c'est des très grosses boîtes. Oui, ben on a... Si ça suppose qu'il... Il faudrait faire des distributions à Ariane Espace, je ne sais pas comment ça s'appelle. Tout à fait. Ça change jamais. Moi, je dis toujours Ariane Espace, quand j'ai bossé pour eux, c'était ça. Après, il y a Dassault qui est accessible, il y a Thales qui est accessible. Et là, ils sont... justement, nous, il y a le slogan, il ne faut pas parler du pouvoir d'achat, mais du pouvoir vivre. Et eux, ils ont négocié par la grève, ils ont réussi à avoir des augmentations. Dassault
Oui, j'ai entendu le 1er mai. Oui. 300 euros, ils ont obtenu, non? Et nous, au niveau informatique, 200 euros, je sais plus. moi je suis dans l'informatique, en fait, il y a Capgemini qui a fait une intersyndicale pour demander 2500 euros sur un brut annuel. Et en fait, donc vraiment, même dans l'informatique, il y a le schisme entre le monde financier, ils ont gagné 1 milliard de bénéfices, et en fait, il n'y a rien qui tombe sur les salariés. C'est le ruissellement vers le... Et en fait, moi, dans mon entreprise, c'est exactement pareil. Tu comprends, il faut payer les actionnaires, c'est important. Et donc là, en fait, c'est pour ça qu'on est dans la fin d'un cycle, d'une certaine manière. C'est tellement criant, cet écart de vision du monde. C'est le tout pour le financier et rien pour celui qui mouille la chemise, quoi. Même si c'est la tête. C'est caricatural. Et moi, je suis en conflit éthique dans mon entreprise, dans le sens où moi, je l'ai signalé, j'ai fait, mais j'en ai marre, nous on bosse, il y a des bénéfices, hop, ça monte au Québec, et en fait, pratiquement, on n'a pas de repas projet, on n'a pas de moment de cohésion, ils pourraient juste nous jeter des miettes, au moins faire semblant, mais là, il n'y a même pas, quoi. Il n'y a même pas l'idée d'essayer de donner une petite carotte, quoi. Tu as quelle entreprise? Moi, c'est CGI à la sortie 9. C'est une grosse boîte d'informatique. Ah, d'accord. Et donc, une partie des gens quittent l'entreprise pour ce motif. C'est parce que le salaire ne suit pas. Le salaire ne suit pas, et surtout, il n'y a pas de récompense du travail. Ouais. Ce que disait Jonathan tout à l'heure, c'est pour les apprentis, on dit travailler plus pour gagner moins. Grosso modo, c'est la ligne éditoriale. Mais en fait, c'est vraiment aberrant. En fait, c'est une aspiration directe des fonds propres, ou ce qu'on appelle en comptabilité, ce qui fait permettre ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que tous les actionnaires absorbent la capacité d'autofinancement qui permettrait aux entreprises d'investir et aussi d'investir de faire de la redistribution. Effectivement, ça fait 30 ans, même plus que ça. Moi, ça fait depuis que je suis gamine que j'entends ça. Les charges, les charges, les charges. C'est une absurdité que de parler de charges. Moi-même qui suis comptable, c'est une norme, tout simplement. Ça commence par le capital et ça se termine par, par les comptes hors bilan. Et donc, en fait, les charges, ça fait partie, ce qu'on appelle du compte de résultat, les charges d'un côté, les produits de l'autre. C'est une norme, tout simplement. Et en fait, dire que même l'idéologie de droite se permette de dire en permanence, en boucle, que les charges, il y en a assez, il y a trop de charges, les entreprises ont trop de charges. C'est une aberration totale, parce que s'il n'y avait pas de charges dans les entreprises, tout simplement, elles n'existeraient pas. Il faut bien comprendre les choses. S'il n'y a pas de charge, la charge exprime l'activité de l'entreprise. Tout simplement. Il n'y a pas que les salaires, il y a aussi tous les achats stockés, non stockés, qui permettent effectivement à l'entreprise de produire, de transformer et de vendre. Donc en fait, ce que font les actionnaires, ils siphonnent toutes les entreprises pour faire quoi? Pour les ruiner, tout simplement. Bon, effectivement, ils mettent du temps. Alors, ils absorbent toute la capacité de l'entreprise, ils les assèchent, ils en prennent une autre et ils continuent. C'est une aberration, même, j'allais dire, même pour les libéraux, ils devraient réfléchir un peu et se dire c'est une aberration. Il y a quelque chose, excusez-moi d'être un peu longue, mais je suis toujours comme ça, je parle beaucoup. Et il y a deux ouvrages que j'ai lus et qui méritent une certaine attention. Je conseillerais à tout le monde de lire ce qu'a écrit Éric Vuillard. Il a été pris Goncourt en 2017 avec L'Ordre du jour. C'est un récit. Il s'est inspiré aussi des faits réels, c'est-à-dire la montée du nazisme grâce à l'appui effectivement des capitaines d'industrie allemands de l'époque. Et c'était extraordinaire parce qu'effectivement il parlait de tous les patrons Daimler-Benz, tout ce qui a fait la fortune de ces capitalistes, de ces patrons allemands de l'époque. Ils se sont nourris effectivement de la mort, de ce qu'a été effectivement la Seconde Guerre mondiale. Et en fait,
il parlait d'un extrait où effectivement, il a commencé par l'Autriche. L'Autriche, ça a failli être une catastrophe parce que quand il est arrivé en Autriche, il n'y avait pas d'essence, il n'y avait plus de carburant. Tous les véhicules militaires qui accompagnaient Hitler étaient asséchés, il manquait de carburant. Tout ça pour dire qu'en fait, ils s'étaient tous réunis, ces capitaines d'industrie, pour effectivement faciliter comment dire, la ruine du Parlement. Voilà. Et je conseille, pour faire court, de lire le 4e de couverture d'Éric Vuillard, et le dernier aussi qui est pas mal, qui s'appelle Une sortie honorable, et là il parle de l'Indochine. Avec effectivement Michelin, comment Michelin s'est enrichi grâce à l'EVA qu'il y avait en Indochine et les conditions lamentables, les conditions, la façon dont ont été traités les autochtones, voilà, ils ont été traités de façon très, très violente. Et ils expliquent aussi, Éric Vuillard, dans son dernier ouvrage, pardon, je fais court, je vous ennuie, mais pour dire qu'effectivement, comme disait Jacques Cheminade, effectivement les financiers tiennent les entreprises, même les plus grosses, et même dans ce dernier ouvrage, Éric Vuillard en fait une très belle démonstration. Voilà. Bravo. Est-ce que certains qui n'ont pas posé de questions voudraient intervenir? Oui, alors déjà, moi j'aime beaucoup son tract. Son tract, je trouve que c'est très frais et super vivant parce que tu t'impliques et, merci, et ça aide à s'y mettre. Mais le contenu, hein, déjà. Et du coup, dans les premières lignes, tu parles il doit y avoir une finalité sociale et environnementale à l'économie. Et en tant que vendeur dans un magasin bio, comme tu disais tout à l'heure, qu'est-ce que toi tu vois comme est-ce que tu penses que c'est vraiment compatible d'avoir une finalité sociale et environnementale et comment remédier à ça si c'est pas le cas? D'atteindre les deux objectifs simultanément, d'avoir une justice sociale et d'avoir un souci environnemental. Est-ce que les classes les plus populaires ont les moyens concrètement de s'acheter bio? Non. C'est pas accessible, ouais. Ça coûte trop cher et c'est dommage. C'est dommage. Parce qu'on parle d'une urgence écologique, une urgence climatique, etc. En tant que jeune, on pourrait se dire pourquoi tu n'es pas allé dans un parti écolo, vert, etc. Tu as appelé Solidarité et Progrès. Quel est toi ton point de vue dans tout ça en fait? Ah oui, non, c'est pas accessible, je le vois. Il y a presque que des gens modestes qui viennent. Enfin, dans mon magasin, les clients, c'est presque que des... Et pourquoi? Parce que du coup, tu as le regard du vendeur, tu travailles dans un magasin. Parce que c'est cher. Oui, mais alors on parle toujours du prix. On parle toujours du prix, mais à mon avis, ce n'est pas une approche unique. Il faut quand même être sérieux. La première médecine, c'est l'alimentation. Ce n'est pas la troisième médecine. C'est la première médecine, des gens se sont exprimés, il y a des rééditions là-dessus, c'est extraordinaire. Donc le phénomène du prix, il ne faut pas en faire une défaite. Parce qu'effectivement, ça coûte plus cher de produire, et puis on y met les pognes, bon, c'est plus cher. Mais on mange différemment. Il y a toute une éducation. Il y a toute une éducation. Parce que moi, chez ma grand-mère, on mangeait une fois par semaine de la viande, on n'est pas tombé malade, hein. Et aujourd'hui, il y a 1,4 dans l'alimentation quotidienne des Français. Il y a une absurdité. Il faut militer en termes de pédagogie, de message, avec, je ne sais pas comment il faut y arriver, mais tu dois tenir un propos. C'est pas perdu parce que c'est plus cher le bio. C'est pas perdu. Oui, alors pour qui? Mais non, mais au lieu de manger excusez-moi, des trucs qui t'amènent chez le médecin, je caricature. Alors je sais que c'est pas facile à expliquer ça. Moi je suis un fils d'ouvrier, c'est pas facile d'expliquer à des gens de prendre le truc tout à 1 euro et tout à un truc, mais avec la chimie et tout le bordel. Mais il faut qu'on change aussi. Le changement, la révolution, on a parlé quand même des termes dans cette candidature de jeunes, elle doit être aussi osée. On doit oser tenir des langages pour le bien de tout le monde.
Ça suppose qu'il y a une grosse amélioration du pouvoir d'achat. Quand tu as quelqu'un qui a 150 ou 200 euros pour s'acheter toute la bouffe du mois, comment tu veux qu'il aille dans son magasin? Il ne peut pas. Non, mais à égalité de budget, on peut manger plus intelligemment. Oui. Mais ça, si vous ne voulez pas changer... Je voudrais juste aller à la fois dans le bon sens et dans celui de Pascal. C'est dans le sens où c'est pas forcément une question d'argent, comme tu dis, c'est une question de temps. Parce que, en fait, aujourd'hui, on a la pression du travail. Le travail n'est pas à côté de chez soi. Donc tu vas peut-être mettre une heure à Bordeaux parce que les transports, c'est saturé. Donc ce qui fait que tu rentres, tu as ta famille à nourrir, tu as un repas pour 4 personnes à faire ou 5 personnes à faire. Les devoirs, j'ai pas eu le temps de les faire, bon j'espère qu'ils les ont fait. Je fais à manger, merde c'est l'heure de se coucher, donc je vais faire un truc. Oui, mais de l'autre côté, ils sont tous devant les bécanes avec les écrans, attends, je l'ai fait la France et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les seaux bio, dans les magasins bio, on va dire c'est en grande partie des produits bruts à transformer ou des assemblages. Oui, c'est ça la santé. Mais il faut y mettre les poignes, il faut retrouver le chemin des cuisines et tout le truc. Autrement, on est mort. Il y a l'éducation. L'éducation, ça alors il y a une transition, c'est sûr. Et le moment convivial à la française qui a failli être classé UNESCO, ou même qui doit être classé UNESCO, c'est le repas à la française, où en fait toute la famille se retrouve autour de la table et discute. Et oui, mais il faut repasser par ça. Hein, Donc d'un certain côté, c'est... Et le prix, par contre, c'est la Sobio, c'est une filiale de Carrefour. Si non, mais faire la cuisine, c'est le premier acte politique. Tout le reste, attends, on peut tout refaire, ils veulent tout refaire, ils veulent, dans la gauche ou la droite, ils t'inventent tout. Si tu ne fais pas la cuisine, si tu nourris mal tes enfants, c'est la démission déjà. Il faut être simple. Hein. C'est pour ça que c'est intéressant de venir faire du porte-à-porte avec nous à un moment, et précisément dans les quartiers où les gens ont précisément le problème d'argent évoqué par Jonathan, c'est qu'à un moment, j'invite les sachants à expliquer aux gens et à leur dire en face qu'ils nourrissent mal, qu'ils font mal la cuisine, qu'ils nourrissent mal leurs enfants, avec le budget qu'ils ont et le peu de temps qu'ils ont à y consacrer en fait. Parce que c'est facile de dire ça ici. Oui. C'est ici, alors qu'on est tous acquis au fait qu'il faut refaire des repas en commun en famille, etc. etc. Est-ce qu'on osera dire ça à une population qui, en plus, va avoir des explosions de prix, parce que M. Cheminade en parlait tout à l'heure, des explosions de prix sur l'alimentaire, etc., du fait de la spéculation, parce qu'il y a le fils Leclerc qui a expliqué que les explosions de prix de l'alimentaire, ce n'était pas à cause de la guerre en Ukraine, mais du fait de la spéculation et du high frequency. Est-ce qu'en plus, on va aller leur dire, vous nourrissez mal vos gamins parce que vous ne consacrez pas assez au bio dans votre alimentation? Je pense que ça me paraît un peu cavalier de le faire, en sachant qu'il y aura un impératif du changement du système financier, ne serait-ce que pour arriver à ce que les gens se nourrissent bientôt. Pas juste qu'ils se nourrissent bien, mais qu'ils se nourrissent tout court, en fait. Moi, je le vends en tant qu'étudiant, personnellement, où on voit des augmentations de prix dans les magasins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, acheter, on va dire, je sais pas moi, une barquette de 10 cordons bleus. Et cordons bleus pas cher, hein, premier prix. On prend le premier prix, le casino, premier prix casino. Hein. Ça coûte 5 €. On prend derrière, je sais pas moi, des pâtes, on prend des pâtes premier prix et une sauce premier prix. Aujourd'hui, ça coûte plus cher de prendre tout ça que d'aller à Burger King ou à McDo. Tout simplement. Oui, mais les deux, c'est pas bon. Et je suis étudiant, donc les différences de prix, on les voit encore plus, qu'on a encore moins de moyens que les personnes qui travaillent avec un SMIC, on le voit. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins cher d'aller dans des fast-food que d'aller dans les magasins traditionnels. Mais tout ça, c'est un truc qui est très implicite. C'est tout simplement la destruction du repas, comme il y a eu aux États-Unis par exemple, avec l'apparition des fast-food. Pourquoi? Parce que le repas, c'est le seul endroit. Et là, pour une fois, c'est quelqu'un qui avait avec tout le monde, et j'avais vu ça, c'était PH, pour une fois, qui avait dit quelque chose d'intelligent. Pour une fois,
il disait qu'on a détruit, que les Américains ont détruit le repas parce que c'est le seul moment qui n'est pas contrôlé socialement, où les gens se parlent. Et les Américains, si les gens se parlaient, il y allait avoir des échanges d'idées, et ça ne plaît pas. Donc on a détruit le moment du repas aux États-Unis en mettant en place une nourriture pas chère, rapide, et surtout distribuée un peu partout, pour que les gens ne se réunissent pas. Et on est en train d'assister tout à fait à la même chose. Et pour une fois, je cite BHL, pour une fois où il dit quelque chose où il a tout à fait raison. Oui, oui. On détruit le repas et le temps du repas à la française, ou à la française, ou à l'italienne, hein, on prend d'autres cultures, parce que ce sont des moments auxquels les gens se retrouvent, se parlent et s'échangent des idées. Et où on peut créer une révolution. Ouais. Littéralement, on crée plus une révolution derrière un restaurant qu'ailleurs. Et pour continuer, c'est justement quand on rencontre les personnes et qu'on discute, qu'on a un débat, un dialogue, là ça marche, on s'en souvient. Un chat sur Facebook, machin, je sais pas, moi je m'en souviendrai pas 5 minutes après, quoi. J'exagère un peu, mais voilà, c'est la société dans laquelle on vit, c'est une société où il y a des êtres humains, des relations entre les êtres humains. Il y en a de moins en moins. La finalité, c'est pas de faire du pognon, quoi. C'est de vivre. Ouais. Moi, je reviens à votre question de tout à l'heure. Je trouve aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui vont à la facilité aussi. Tout est à la facilité. On ne sent plus l'odeur de la bonne daube dans la cocotte. Vous voyez, on achète tout surgelé. Et, vous disiez tout à l'heure le temps. Autrefois, on travaillait, c'était 12 heures, 12 heures de travail. Moi, je préparais la veille. J'avais mes 4 enfants, je préparais la veille et ils mangeaient bien. On mangeait bien. J'en reviens à monsieur. Voilà. C'est une question de... Oui, voilà. Moi, là, j'avais les militants qui étaient à la maison hier. J'avais préparé, la semaine dernière, j'avais congelé une partie, d'autres j'avais préparé le dimanche pour que... C'était une organisation. On s'organisait. Il faut qu'on s'organise mieux. Peut-être. Alors c'est facile à dire, hein, comme bien sûr, c'est facile. Des actions. Il faut savoir que dans chaque quartier, il y a des marchés organisés. Renseignez-vous pour savoir où sont les marchés, de façon à vous balader sur ces marchés, essayer de prendre les revendications des gens sur le local. Il y en aura une ou deux qui seront en lien avec les législatives. Faire un tract, inonder le quartier. Revenir la semaine d'après, faire signer une pétition. Et ça, c'est un truc, je ne te dis pas que tu vas faire 20% des voix. Mais si tu arrives à 3, 4, voire à rentrer dans tes frais de campagne, ça sera formidable. On va voir tout le monde. Manger un bon truc bio. J'avais une question, moi. Je ne sais pas, peut-être qu'elle a été posée la question, parce que j'étais à l'extérieur, mais on parle de pourcentage de voix. Est-ce que vous savez le nombre d'inscrits que vous avez dans votre circonscription? Et compte tenu d'une potentielle abstention de 30%, dans le pire des cas, on va dire, savoir combien de voix il vous faudrait pour avoir 1%, comme ça après on multiplie. De voix, c'est ça? Non, mais est-ce que vous avez une idée? Oui, on avait fait plus ou moins une très grosse maille. Oui. C'est genre la population sur tout ce bassin, c'est plus de 160, 180 000 personnes. Le nombre d'inscrits ou la population? De population. Ah oui, donc ouais. C'est pas la même chose. Et en fait, le nombre d'inscrits, moi j'ai pas encore trouvé les chiffres, donc j'avais fait, sur une telle population, je divise par 2, donc ça faisait 80 000 personnes votants, quoi. Donc tu vas à 900 pour avoir 1%. Non, parce que si tu comptes les 30% on va dire 100 000. C'est-à-dire qu'en gros, ce serait 700 voix pour avoir 1%. Voilà. Si on compte 100 000 inscrits. Ouais, le pari, justement, c'est de faire qu'il n'y ait pas 30% d'abstention. Oui, et de regagner les abstentionnistes à un vote, et à un vote qui soit à la fois de proximité, tout en étant dans l'intérêt général de la nation. Et ça, c'est toi, sur le terrain, qui vas pouvoir
avec ton équipe de campagne et l'insuffler. Voilà. Essayez de faire ce que j'ai dit autour des marchés de quartier. Si je peux vous donner un coup de main, je vous le donne. Je te remercie. J'ai laissé un mot de conclusion à Jacques et Jonathan, et après je vous proposerai une petite collation. Oui. Avant les conclusions, je ne sais pas si ça a été abordé, mais sur le tract, on voit que Jonathan est soutenu par Solidarité et Progrès, mais aussi par la raison du peuple. Alors est-ce que quelqu'un ici peut développer ce que c'est pour ceux qui ne seraient pas dans la salle? Ça peut faire partie de la conclusion. La raison du peuple, c'est une association entre Solidarité et Progrès, la République souveraine et probablement d'autres. C'est un embryon d'une union insuffisante, mais c'est ce qu'on a pu constituer jusqu'à maintenant. Et c'est fondé sur l'idée d'une charte que nous avons signée, qui est dans le numéro du journal, d'un autre journal d'ailleurs, que vraiment vous allez voir, dans celui-là. Non, c'est dans celui-là. Vous avez la charte qui est l'engagement commun. Ah ouais. Et vous avez en même temps la raison du peuple qui est l'étiquette. Et sous cette étiquette, nous avons, c'est pour ça que Sébastien a mentionné ce fameux 1%, parce qu'il faut savoir que si 50 candidats ont plus d'un 1%, on est financé pendant 5 ans pour 1,50 € la voix. 1,64 €, non? Pardon? C'est pas 1,64 €? Oui, enfin. Oh. 1,64 €. Au grand pape, c'est compté. Donc c'est à peu près ça. Ce qui est très intéressant. Ceci dit, ce n'est pas du tout la raison pour laquelle on se présente. J'espère bien. Et c'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord qu'on vise 1%. C'est une grave erreur. Il faut viser beaucoup plus. Et se dire, si on fait 1%, bon, c'est pas ridicule pour une première fois, mais il faut viser beaucoup plus. Et je crois qu'on peut l'avoir si on suit les choses comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit. C'est vraiment très intéressant de trouver les lieux où il peut y avoir une solidarité. Parce que ce qu'on a détruit, c'est non seulement la solidarité, comme on l'a dit au cours du repas familial, mais c'est la solidarité à l'usine. C'est fini l'usine de solidarité. Et le télétravail, c'est un attentat contre ces lieux de solidarité. Donc on trouve toute une déconstruction de la société, et nous devons la reconstruire. Et je pense que, réfléchissez, vous qui tous pensez qu'on peut créer très vite un effet multiplicateur avec ces formes de solidarité, et très vite convaincre des gens. Même dans le porte-à-porte, on voit des gens très surpris que sitôt on fasse un porte-à-porte. Et surtout, je vous l'ai dit, moi, il y a quelque chose de très intéressant. Devinez quoi? Regardez mon âge, regardez son âge quand j'ai fait le porte-à-porte. À nous deux, on fait 100 ans. Moi, j'ai 81 ans, il a 19 ans. Comment vous avez 81 ans? Alors oui, ça me plaît, c'est mon plaisir, ça. Mon plaisir, c'est d'organiser les gens. Et on part avec très peu de moyens financiers. Ce que vous devez savoir, c'est que tout le système politique français, dans la répartition du temps de parole, sauf pour Sud-Ouest, sauf pour la montagne dans le centre, sauf pour les journaux locaux. Pour le reste, dans une présidentielle, c'est littéralement servir ceux qui sont déjà à l'intérieur du système. Et même ce qu'avait proposé quelqu'un comme François Bayrou, qui est ce qu'il est, il avait proposé de faire une banque pour le financement des partis. Paf! Retoqué par Macron, mais pas seulement par Macron, par une sorte d'association de tous les partis qui ont déjà de l'argent, qui ont dit comme ça les nouveaux n'arriveront pas, ils n'ont pas d'argent, tant pis pour eux. Et je peux vous citer... Il y a même certains groupes qui ont été obligés d'emprunter à l'étranger. Oui, ça c'est une autre histoire. Mais j'ai une citation pour moi de Dominique de Villepin, qui est quelqu'un qui n'est pas idiot, mais qui est ce qu'il est, et qui a dit « Cheminade se présente à une présidentielle, il a les 500 signatures, c'est un hurluberlu, comment moi, Dominique de Villepin, je ne peux pas l'avoir, moi qui ai de l'argent, et Cheminade n'arrivera jamais à rien parce qu'il n'a pas d'argent. » Comme ça, hein. Au moins il était honnête, il disait les choses clairement. Les autres ne vous le disent pas comme ça. Donc l'aspect financier est très important, l'aspect du temps de parole. C'est sur les deux qui contrôlent un processus. Et ils font, c'est très intéressant ça de voir la façon dont pense cette élite. Pour une présidentielle ou même pour une législative, je crois, c'est à partir du 1er avril, pour une présidentielle, c'est un an avant.
qu'on calcule les dépenses, qu'il faut ouvrir un compte de campagne. Mais la période présidentielle où il y a égalité du temps de parole, quand on a eu les 500 signatures, c'est 15 jours avant, quand tout le monde a à peu près décidé pourquoi il votait. Donc, ces 15 derniers jours, vous avez une égalité apparente. Parce qu'on compte sur le temps de parole ce que vous pouvez dire ou ce que les journalistes disent sur vous. Et sur vous, ils peuvent dire du mal, et c'est compté en temps de parole. Donc il y a toutes ces choses-là que les gens ne connaissent pas. Et la dernière qu'ils ne connaissent pas, c'est pour une présidentielle, c'est en 1962-65, sous De Gaulle, qui était ce qu'il était lui aussi, eh bien, on avançait au candidat pour rétablir un équilibre entre ceux qui avaient de l'argent et ceux qui n'en avaient pas, 1 million de francs. Et il fallait justifier après ses dépenses. On reprenait l'argent si vous n'aviez pas dépensé pour la campagne. Mais, maintenant, ce qu'on avance, c'est 150 000 euros, c'est-à-dire 1 million en euros, sauf que le pouvoir d'achat de 1 million de francs de 1965, c'est 1 200 000 euros aujourd'hui. Donc, l'avance pour rétablir l'équilibre a été réduite d'un pouvoir d'achat de 1 200 000 euros aujourd'hui à 150 000 euros. Pour tout, c'est comme ça. Je cite cet exemple parce qu'il est patent. J'en ai parlé à tous les journalistes, aucun ne veut le couvrir. Ça, aucun. Pourquoi? Parce que c'est mettre en jeu un système. Et un système qui est en contraction constante. On va essayer d'en parler, nous. Ça, c'est qu'un exemple. Pour les législatives, ça joue aussi, mais moins. Donc voilà ce que je dirais. C'est pour ça qu'il faut le soutenir en particulier dans une législative, parce que c'est là qu'il y a une ouverture et qu'on peut lier plus clairement ce qui se passe dans la circonscription, dans la région et dans le pays. Donc, si je comprends bien, monsieur Barbu, qui a été candidat sous De Gaulle, là, dont tu as entendu parler certainement, le maire de Sannois, il avait eu une avance d'1 million de francs, c'est ça? Oui, seulement, je crois que c'était 4 semaines avant l'élection, ou 5 semaines avant l'élection. Parce que, vous voyez, pour compter les finances de dépenses, c'est 1 an. Pour la période d'équité, c'est 1 an, c'est-à-dire c'est 300 jours avant. Pour l'équité, 365 jours avant. Pour l'équité, ce qu'ils appellent l'équité, c'est 6 semaines avant. Et pour l'égalité, c'est 2 semaines avant. Donc, là, il y a des sud-ouest ou aussi Ouest-France couvrent bien. C'est pour donc qu'ils couvrent bien, qui sont assez honnêtes. Bon, par ailleurs, France Bleu l'est beaucoup moins déjà. Et les télévisions, alors régionales, le sont beaucoup moins. Et les nationales, encore moins. Mais ce qui a changé tout, et lui, il va faire un véritable narratif, il va décrire sa campagne sur les réseaux sociaux. Et là, les réseaux sociaux, ça permet une reconnaissance qu'il n'y avait pas avant. Alors, on dirait, ce qu'ils veulent établir sur les réseaux sociaux, maintenant, ils veulent les censurer. Mais ils veulent que les réseaux sociaux eux-mêmes censurent, c'est-à-dire qu'ils donnent le pouvoir à une institution privée de faire une censure sur l'expression de l'opinion publique. Ça, c'est un scandale de plus encore. Et ce qui jouera pour avoir les 4000 voix, parce que là on compte évidemment pas avoir les 1%, mais les 5, 6, même plus, c'est d'avoir les bulletins de vote. Ça va être très important, parce qu'on a fait du porte-à-porte, on donne le tract, mais il faut savoir qu'on peut avoir les bulletins de vote avant, et ça on compte à un moment donné les faire imprimer, et les donner de la main à la main, parce que ça c'est très important, c'est un acte extrêmement important de donner ce bulletin de vote pour que les gens le gardent et le mettent dans l'urne. Ce sera il faut l'avoir aussi, évidemment, dans les bureaux de vote. Évidemment, évidemment. Mais, il vaut 2 fois qu'une. Évidemment. Ta relation avec le rap, avec la musique, je te dirai pourquoi après. C'est une musique d'une certaine jeunesse. J'aime pas. J'aime pas le rap. Ouais. J'aime bien les variétés françaises. Mais après... Et si on te propose une interview sur une radio associative qui s'est fondée sur les musiques modernes, notamment sur le rap, est-ce que tu accepterais de passer? Ah oui, sans aucun problème. Voilà. Bon, je vais me relancer moi avec Wanted Radio, avec Ben Daïva là.
Bon, j'avais décroché parce que bon, j'avais autre chose à faire et puis je me lasse vite. Mais ça pourrait être intéressant. C'est radio sur, parce que moi je connais rien du tout. On pourra en parler tranquillement. Ouais, moi je passais, mais bon. Ouais, je voulais dire quelque chose, mais je voulais... Après, on peut le faire pendant la collation. Hein. On n'est pas obligé. Tu pourras venir nous voir en privé si tu veux. La clé des ondes. La clé des ondes. On les a contactés, mais j'ai pas eu de réponse. J'ai pas eu de réponse. Ah, il n'y a pas de réponse. Non. Mais là, c'était sur plus la déclaration de candidature. On va conclure. Vas-y, fais ton mot de la fin. Je vais conclure d'abord par remercier vous tous d'être venus pour le monde public. Remercier Jacques pour son déplacement et son soutien. Remercier tous les militants permanents qui se sont déplacés pour soutenir et apporter une visibilité à ma campagne. C'est ceux qui travaillent dans l'ombre, donc vraiment, je peux les remercier. Aussi Daniel, qui est mon soutien et qui m'apporte beaucoup. Et je vais conclure par une phrase qui est importante dans mon programme. Et mes parents aussi, c'est important. Et je vais conclure par une phrase qui est importante dans mon programme. La Terre est comme un vaisseau spatial dans l'espace, et donc tous en avant avec Jonathan pour construire ensemble la paix avec le meilleur des idées. Voilà. Et je vous invite à une collaboration.